Bonjour, bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Dr Chantal Ducasse, qui est une médecin du sport qui a orienté sa pratique vers la médecine régénératrice. C'est aussi la pionnière de la prolothérapie au Québec, donc elle s'est battue très fort pour amener ça au Québec parce que la prolothérapie, comme on va le voir dans le podcast, c'est la base de la médecine régénératrice, donc les principes que le corps est capable de se guérir lui-même. Donc, on va aborder le PRP, on va aborder la prolothérapie, comme je l'ai dit, le PIT, vous allez voir ce que c'est, et le N-Stride. Donc, c'est toutes des thérapies qui sont dans le domaine émergent et qui sont accessibles au Québec. Donc, suivez-nous pour cet épisode qui est très riche. Merci, Dr. Ducasse, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te recevoir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Merci, docteur Champagne, pour cette charmante invitation. Donc, on va commencer un peu par, j'aimerais ça juste savoir un petit peu pourquoi tu t'es dirigé vers ces thérapies-là en médecine du sport. Je pense que c'était une histoire toute naturelle parce qu'à l'époque, je voulais être prof d'éducation physique et médecin. Puis finalement, j'ai commencé par bac en éducation physique. J'ai fait un an de biocellulaire. Après ça, j'ai été acceptée en médecine. Puis après ça, je fais de la médecine militaire. Et ensuite, j'ai passé mon examen de l'Académie canadienne de médecine du sport, ce qui m'a permis de traiter des athlètes. Puis pendant longtemps, puis à un moment donné, en traitant les athlètes, j'ai commencé à me poser des questions sur la cortisone. Il y avait des études qui sortaient en disant que la cortisone n'était peut-être pas très bonne pour les tissus. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé à m'intéresser à cette thérapie-là. Puis en même temps, j'ai entré en médecine privée en 2002. Alors j'ai comme fait un genre de switch en bon français vers la médecine générale, vers la médecine plus régénérative. Puis, ça a donné que je suis allée dans un congrès à Los Angeles en 2011. Et puis c'est là que ma vie a commencé. Ça a changé ma façon de pratiquer, ma façon de voir les traitements pour les blessures musculo-squelettiques. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis qu'est-ce que tu as retenu le plus de ce congrès en 2011 qui t'a marqué? Ce que j'ai remarqué, c'est on disait que la cortisone, c'était bon pour les maladies rhumatismales, qu'il y avait encore de la place pour la cortisone, mais qu'il fallait apprendre à guérir les tissus plutôt que patcher, parce que la cortisone, on donne une cortisone puis on enlève la douleur immédiatement, mais on enlève le collagène aussi, parce que la cortisone détruit le collagène. Ça, on parle souvent d'études, beaucoup d'evidence-based medicine, puis il y a beaucoup de contradictions dans beaucoup de thérapies, puis on pourra en reparler tantôt pour la prolothérapie puis le PRP. Mais la littérature est claire à un endroit, c'est que la cortisone détruit les tissus qui sont faits de collagène. Ça, c'est clair. On peut enlever la douleur, mais à quel prix? Puis, à un moment donné, Hippocrate, 410 ans avant Jésus-Christ, il nous a dit en médecine, primum non nocere, d'un, ne nuisez pas. Fait que c'est à partir de là, je me suis dit, bon, s'il y a d'autres options, bien, pourquoi pas aller explorer ça? Puis c'est sûr que là-bas, j'ai rencontré un médecin qui travaillait au Québec, docteur Lionel Labbé. Faut que je le nomme parce que c'était un médecin qui m'a influencé beaucoup, un médecin québécois. Puis il me disait, Chantal, tu es au Québec, il faut que tu apprennes à faire de la prolothérapie, il faut que tu portes le flambeau pour les patients québécois. Et moi, je me suis battue beaucoup avec le collège. Puis là, ce médecin-là est allé travailler à Ottawa avec d'autres médecins qui en faisaient aussi. Fait qu'à Ottawa, il n'y avait pas de problème à faire de la prolothérapie. Fait que moi, ça m'a interpellée parce que j'aimais beaucoup ce qu'il y avait en arrière de tout ça, qu'on aidait le corps à se régénérer, qu'on avait le potentiel cellulaire pour se régénérer. Alors, j'ai fait des études là-dedans. Puis à l'époque, le collège a émis un rapport, les rapports d'INES, c'est l'organisme qui dit si des produits sont bons et pas. Puis moi, j'ai été subjuguée quand j'ai vu le rapport. Et c'est là mes démarches avec le collège, avec ci, avec ça, pour essayer de faire avancer ça. Parce que je me disais, mais c'est un traitement incroyable parce que de un, pas cher, puis ça peut. Tous les patients ont le droit d'avoir les traitements au Québec, parce qu'on parle de PRP ou d'Anstride, c'est dispendieux, mais la prolothérapie serait tellement peu chère pour les patients, puis avec beaucoup de bienfaits. Alors, bref, après 13 ans, j'ai réussi avec trois autres collègues à mettre sur pied un programme de formation en prolothérapie. Et à l'époque, le Collège des médecins nous disait, Docteur Ducasse, c'est bien beau tout ça, mais ça prend un organisme digne de ce nom qui va vous chapeauter. Alors, quand la FMOQ est embarquée avec nous, Fédération médecins omnipraticiens du Québec, on a commencé à offrir des stages en formation en prolothérapie.
Alors, pour moi, je suis contente parce que tous les patients ont le droit à tous les services, que ce soit privé, public. On devrait être capable d'avoir accès à des traitements qui font du bien. Alors, c'est ça, on a fait ces stages-là. Puis, à travers ça, ben, il y a eu le PRP. Alors, le PRP, c'est quand même une très belle approche. Mais c'est curieux parce que j'arrive d'un congrès. Ben, je sais pas si je vais trop vite là-dedans. Peut-être vous voulez que je parle de la Oui, prolothérapie c'est ça, encore on va ou parler de tout ça, mais j'aimerais ça parce que c'est peu de gens qui savent c'est quoi la prolothérapie, même encore les médecins. Fait que c'est quoi, on va parler du PRP puis du congrès, ça c'est sûr, mais la prolothérapie pour les gens en général, qu'est-ce que c'est? la prolothérapie, en fait, le terme veut dire thérapie par prolifération. Puis à l'époque, la prolothérapie existe depuis des années. Et en fait, c'est le docteur Hackett qui a comme mis la prolo sur pied. Je pense que c'était en 1957. Alors, ce médecin-là a découvert qu'en injectant les ligaments, les tendons, avec certaines substances irritantes, on pouvait recréer une blessure nouvelle. Donc, on sollicitait notre cascade de guérison naturelle. Parce que quand on a mal longtemps, c'est la douleur chronique qui perdure, puis le cerveau vient comme embarquer là-dedans. Puis, alors, ce qu'il faut faire en médecine régénérative, puis la prolothérapie, en fait, c'est le bébé de la médecine régénérative, c'est qu'on blesse volontairement un tissu, gentiment, on l'espère, pour aller chercher la cascade de guérison naturelle du corps. Alors, c'est un beau procédé. On pourrait juste donner des coups d'aiguille, en fait. C'est qu'on pense en général que 50% des réussites des traitements en médecine régénérative, c'est l'action de l'aiguille. Alors, la polothérapie, à l'époque, on injectait toutes sortes de substances qui étaient possiblement toxiques et c'est là que la prolothérapie a perdu ses lettres de noblesse car il y a une personne qui est morte en 1900 quelque parce qu'un médecin a injecté du phénol, qui était de la prolothérapie à l'époque, au niveau de l'espace rachidien autour de la moelle épinière. Et la personne est morte d'une arachnoïdite. Alors on disait, hey, la prolothérapie, c'est dangereux. Et ça a comme bloqué là. Mais c'est après que certains médecins se sont encore penchés sur cette approche-là. Et maintenant, on se sert simplement du dextrose qu'on utilise régulièrement à l'hôpital pour les réanimer un diabétique, quelqu'un qui est en choc qui est hypoglycémique ou même à travers les solutés, c'est du dextrose qu'on met là-dedans. Alors, c'est une substance qui est très bien connue en médecine et à un certain pourcentage, à une certaine concentration, donc 15%, le dextrose ou le glucose induit et il est irritant. Alors, on injecte un irritant qui n'est pas dangereux comme le phénol, comme le glycérol qu'on injectait à l'époque ou le pumice. C'est toutes des substances que les prolothérapeutes à l'époque utilisaient, mais maintenant, on n'utilise plus ça. Donc, on est revenu à quelque chose de sécuritaire parce que c'était peut-être pas tant sécuritaire. Et maintenant, on a l'appareil échographie pour guider nos injections. Mais la prolothérapie pour les médecins de famille, pour les médecins qui n'ont pas d'échographie, est une excellente approche parce que il faut piquer dans le tendon. Contrairement à la cortisone, quand les médecins font des injections à l'aveugle et qu'on pique dans le tendon, on a dit tout à l'heure que la cortisone détruisait le collagène. Alors, d'aller piquer dans un tendon avec la cortisone, On on aime n'aide ça, pas. non. Alors que la prolothérapie, si on a le choix entre une cortisone et une prolothérapie en bureau, même pour un médecin qui n'a pas d'échographie, on va aller stimuler la guérison d'un tissu. On risque pas de le blesser. Alors, c'est pour ça que pour moi, la prolothérapie, c'était extrêmement important de garder ça au Québec, puisqu'on a le droit d'être traité comme partout au Canada. Oui, On était la seule province au Canada où, ah non, c'est pas bon, c'est puis la seule au monde, là, en fait, parce que c'était pas quelque chose de grave. Fait qu'il y a eu une mauvaise presse longtemps. Et là, maintenant, ça, je disais aux médecins que je formais, c'est les patients qui vont parler pour nous parce que puis je parle pas de la prolo comme d'une panacée puis d'un miracle. S'il existe beaucoup de traitements, c'est parce qu'il n'y en a pas un de parfait. Mais la prolothérapie, en injectant, peut traiter les tendons, les ligaments et les articulations. On ne régénère pas l'articulation, mais on la protège parce qu'il n'y a aucun produit qui régénère le cartilage
jusqu'à présent. Il y a quelques études en Europe, là, mais on a essayé autant comme autant de régénérer le cartilage, puis ça se fait pas. La seule chose qu'on sait encore, c'est qu'à force de mettre de la cortisone dans une articulation, c'est qu'on affaiblit, on amincit le cartilage. On veut pas ça. Alors, peu importe ce qu'on va prendre en médecine régénérative, même si on ne régénère pas un cartilage, au moins on protège une articulation. Et la prolothérapie a ça de différent de toutes les autres thérapies en régénératif, c'est que, admettons un genou. Les genoux, les médecins injectent, OK, de la viscosupplémentation là-dedans, on peut mettre du PRP, on peut mettre de la cortisone. Puis, souvent, les patients viennent me voir et me disent, ben, ça n'a pas marché la visco. Tu sais, il y a plusieurs compagnies, je vais me permettre de ne pas les nommer pour pas avoir de biais commerciaux, mais c'est un gel qu'on injecte, puis souvent, les gens disent, ah, ça marche pas. Mais quand on fait un bon examen physique, un bon examen clinique, on appelle, le docteur Ouellet disait, mon MRI, My Regional Investigator, il faut faire un bon examen clinique. C'est ce qui nous aide le plus à poser un bon diagnostic. Par rapport à un genou, par exemple, OK, on voit à la radiographie, on a de l'arthrose, mais si on n'examine pas les structures extra-articulaires, les structures autour de l'articulation, on peut manquer de bons diagnostics. Souvent, les patients vont souffrir longtemps. Alors, c'est à ce moment-là que la prolo, on peut traiter l'intérieur comme un gel, comme le PRP, mais ce qu'on a la chance de faire de plus, c'est d'aller renforcer les ligaments, d'aller renforcer des capsules. Les capsules, c'est toutes les petites enveloppes qui gardent le liquide synovial qui nous permet de bouger. Alors, ces capsules-là sont faites de collagène aussi. Et souvent, soit les gens hyperlaxes ou les gens qui ont eu des traumatismes ou des élongations ligamentaires, souvent, toutes ces structures-là sont un peu lâches, ce qui permet aux os de bouger davantage. Alors, la prolo permet de venir solidifier ça. Fait que je pense que c'est un traitement de base pour beaucoup de pathologies en musculo-squelettique et surtout pour les douleurs chroniques. C'est ça. Puis c'est quel patient qui pourrait penser à la prolothérapie, le typique patient? Parce que je sais que ça couvre beaucoup de choses. Vous avez parlé d'être hyperlaxe pour venir un peu rigidifier puis diminuer les douleurs. Mais je sais qu'il y a tendineux, ligamentaire, en arthrose aussi. Mais les patients qui se demanderaient, ben, c'est-tu fait pour moi, cette thérapie-là? Comment... Ben, il faut avoir le diagnostic. Si on a, de toute façon, si on a mal au genou, si c'est pas quelque chose de ligamentaire, ça va être quelque chose de référé qui vient soit du dos, soit de la hanche. Alors, c'est rarement juste du cerveau. Les gens, ah, c'est dans ta tête. C'est rarement ça. Souvent, tu sais, quand un médecin se permet de dire c'est dans la tête, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a d'autres choses, puis on n'a pas à blâmer personne, mais plus on avance dans ce domaine-là, plus on dit, il y a plein de structures qui créent de la douleur. Fait que le patient typique, bon, patient qui souffre d'arthrose, évidemment, patient qui se fait traiter pendant des mois en thérapie, soit la physio, ostéo, chiro, puis dit, ben, ça me fait du bien 2, 3 jours, mais ça tient pas. Ça, tout de suite, il faut penser qu'il y a une instabilité ligamentaire. Alors, la prolo peut venir solidifier tous les ligaments, soit du genou, soit du coude aussi, parce qu'au niveau du coude, on a aussi des ligaments stabilisateurs. Au niveau des pieds, pas cette entorse. C'est un bon exemple, une entorse de cheville qui guérit pas, puis qu'on a fait des radios, puis on sait qu'il n'y a rien au niveau des cartilages, qu'il n'y a rien au niveau des os. Souvent, c'est des instabilités ligamentaires. Puis il y a des petits ligaments qui sont cachés là, au niveau du sinus tarsien. Là, je vais peut-être trop dans des détails, mais c'est souvent une conséquence d'une entorse de cheville. Puis on va traiter ça en prolo, puis c'est comme des ligaments croisés du genou, ça. Il y a une petite section dans la cheville, c'est comme des ligaments croisés du genou. Si on les solidifie pas, bien, les chevilles sont souvent on va faire d'autres entorses à répétition. Mais il y a plein d'autres ligaments aussi. C'est bourré de ligaments. Fait que le patient qui a une douleur chronique, moi je vous dirais, douleur chronique, ça vaudrait la peine d'évaluer pour savoir si le patient est un bon candidat. Les hyperlaxes. Moi, les hyperlaxes, les Ehlers-Danlos, les Marfan, c'est des maladies génétiques qui touchent le collagène. Ces patients-là peuvent bénéficier la plupart du temps de la prolo, mais on sait que ces gens-là, étant donné qu'ils ont un problème de fabrication de leur collagène, ben, ça prend 2 fois plus de temps à les remettre sur pied. Ouais, c'est ça, ça, Fait que ça ça, ça prend serait... en moyenne combien de traitements? Parce que c'est un petit peu plus souvent là, pour la prolothérapie, en moyenne pour les gens. Oui, ben, en moyenne, nous, on préconise entre 4 et 6 traitements. Mais j'ai des patients, si vous venez juste de vous faire
une épicondylite, qui est souvent une mauvaise appellation pour ce genre de problème-là, problème de tendon au coude. Ça vient d'arriver, puis il n'y a pas eu de cortisone, parce que petit aparté, les gens qui ont reçu de la cortisone avant mes traitements, ça prend au moins 1 à 2 traitements avant d'avoir une efficacité, parce que la cortisone tue des cellules. Fait que là, il faut avoir quelque chose sur lequel s'agripper. Ça, c'est, ou les gens qui se prennent des opiacés. Ceux qui prennent la morphine, Dilaudid, ou qui sont accrochés à ces drogues-là, c'est difficile de les traiter. Fait que ça, c'est les deux cas là où c'est plus difficile. Mais ça peut être entre 4 et 6 traitements. Mais généralement, moi, c'est après un traitement. Admettons que vous avez eu un problème de tendon, vous n'avez pas eu de cortisone, je fais un traitement, puis encore de la douleur. Je peux me permettre un deuxième traitement 1 mois plus tard. Mais si après 2 traitements, ça avance pas, la prolo marche. Quand on sélectionne bien nos patients, on a des résultats assez vite. Je vais changer de thérapie puis je vais reviser mon diagnostic. Et souvent, il y a des petites branches nerveuses qui créent la douleur. On va sûrement en reparler tout à l'heure. Fait que 4 à 6 traitements, puis on les fait aux 4 à 6 semaines parce que ça prend 4 à 6 semaines pour votre corps à refaire la guérison naturelle de votre corps. La cascade de guérison naturelle prend entre 4 et 6 semaines. Puis il y a comme 3 phases générales là-dedans. Il y a la phase d'inflammation. Puis souvent, aux patients, je vais comparer ça à un feu qui arrive à la ville de Montréal, là. Bon, OK, le feu est là, les pompiers arrivent. Ça prend 2, 3 jours à travailler, que les cellules ont à travailler, c'est des cellules inflammatoires. Après ça, là, c'est des cols bleus qui arrivent. Ils viennent réparer la petite merdouille qui a été là. Fait que ça prend une couple de semaines. Puis, ça prend la première étape avant d'entrer dans la deuxième. Et la troisième étape, c'est à 3 semaines à peu près. Là, c'est les cols blancs et les urbanistes vont venir déposer tout ce qu'il faut pour arranger les tissus, arranger la ville, réparer. Fait que ça prend 3 étapes. Inflammation, les macrophages qui viennent nettoyer ce qui est brisé, et ensuite les fibroblastes qui sont les constructeurs de collagène, ils arrivent à peu près à 3 semaines. Donc, ça prend un bon 4 à 6 semaines avant que toutes ces 3 étapes-là se fassent. Elles sont toutes interreliées. Alors, 1 mois, moi, je dis aux patients, contrairement à la cortisone qui va faire effet tout de suite et vite et qui ne dure pas. Des fois, on la fait une fois, la cortisone, puis, tu sais, on n'entend plus parler du patient, puis c'est correct. Mais il ne faut pas répéter, parce que si on fait une injection, ça ne va pas marcher une fois, il ne faut pas la faire 2 fois. On détruit les tissus. Alors, 4 à 6 traitements, puis des fois, si ça en prend 2, moi, je dis aux patients, OK, appelez et annulez votre prochain rendez-vous, youpi, puis c'est supposé régénérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissu-là, même s'il n'y a plus de douleur, à un moment donné, il ne reviendra jamais à 100% nouveau microscopique, il ne reviendra jamais à 100%. Donc, il faut quand même évaluer qu'est-ce qui a emmené ça et corriger ça. C'est ça que je trouve le fun dans mon travail maintenant, c'est d'aller plus loin qu'un anti-inflammatoire cortisone, bye-bye. Tu reviendras quand... Tu sais, c'est une job de détective. Pourquoi ça s'est mis à faire mal? Souvent, c'est une mauvaise posture. D'ailleurs, moi, je suis mal installée. Souvent, c'est une mauvaise posture ou un travail répétitif sans échauffement. Alors, il faut corriger ça. Moi, souvent, j'ai détecté des problèmes chroniques. C'est des gens qui faisaient du motocross puis du skidoo. Puis, je ne l'ai pas posé comme question dans mon questionnaire au début. On ne pense pas à ça automatiquement. Mais les gens qui ont mal, ça s'en va pas. Il y a souvent un facteur entretenant là-dedans. Puis ça, c'est aussi notre travail à faire pour De le détecter, détecter puis ça. oui, d'enlever la source de la douleur pour que les gens aient mieux. La source de la douleur, exactement. Sinon, on va travailler trop longtemps. C'est ça. Puis la question qui me vient, parce que quand on parle de prolothérapie, c'est quand même très similaire au PRP. Donc, pour les gens à la maison, le placement riche en plaquettes, où on vient isoler votre sang, isoler les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance. Puis comme Dr Ducasse le dit, on vient avec l'aiguille déjà créer une blessure qui va créer une réponse de guérison. Puis avec le PRP, en fait, on vient aider encore plus à la guérison. Fait que comment vous établissez avec un patient? Est-ce qu'on y va avec la prolothérapie ou avec le PRP? Y a-t-il certains cas qui se distinguent, qui font que vous allez plus avec un qu'avec l'autre? Quelquefois, oui, mais un petit peu comme je l'expliquais tantôt, la prolo est tellement simple à faire, c'est pas long à faire, puis si vous venez comme patiente la première fois, puis vous venez pour un coude, moi, ça me prend 5 minutes et demie là, à faire cette injection-là quand je suis sûre que c'est vos tendons, parce que je fais une évaluation à l'échographie. OK, il y a une déchirure. Est-ce que c'est une toute petite déchirure? Est-ce qu'il y a une tendinose? Tendinose qui est la dégénérescence du tendon. Ça peut être modéré, ça peut être sévère. Quand c'est sévère, je vais probablement aller plus rapidement au PRP. Mais le problème avec le PRP, c'est que 15 à 20 des gens ne répondent pas à leurs propres cellules.
Alors, à 1 000 $ le traitement, j'aime bien commencer quand même avec un peu de prolothérapie parce que, oh surprise, ça peut fonctionner très bien, puis ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins douloureux, puis les patients n'ont pas une réadaptation si grosse et si longue à faire. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais souvent pour certains athlètes qui avaient une compétition à faire, qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre 2 mois avant de retourner au sport, faisaient une petite prolo, surtout pas de la cortisone, puis ils étaient capables de fonctionner. Alors, moi, je commence souvent avec la prolo parce que c'est pas long à faire dans mon bureau, puis je commence déjà à stimuler les cellules à venir guérir ces tissus-là. Surtout si le patient a déjà eu de la cortisone, je leur dis, mais écoutez, la prolo n'est pas très dispendieuse, là. On va commencer avec ça, on va essayer de stimuler votre système et je vais vous proposer un PRP dans un mois. Et si vous sentez que vous avez au moins 20 à 30 d'amélioration, on pourra se permettre de faire un deuxième prolo, on annulera le PRP. Pas parce qu'un est meilleur que l'autre, parce que sans farce, les études sont très peu éloquentes sur l'efficacité du PRP. Prolo, on pourrait dire, dépendamment qui analyse les études. Fait qu'on peut pas se baser vraiment juste sur les études pour dire qu'un est meilleur que l'autre. Chose certaine, c'est que 15 à 20 des gens réagissent pas à leur PRP. Fait que pourquoi pas commencer avec quelque chose qui est facilement disponible, que tout le monde peut se payer, parce que là, maintenant, on le fait au public. Puis même au privé, c'est pas cher, là, comparativement au PRP. Fait que c'est un beau traitement, puis souvent, ça se combine, puis je vais commencer avec ça, puis il n'est pas dit que je ne ferai pas du PRP. Si j'ai pas de réponse, puis je vois que c'est un tendon qui est quand même amoché, je ne tarderai pas à faire du PRP. Ou un patient qui va me dire, moi, je veux du PRP, je veux mon sang. J'ai zéro problème avec ça, parce que c'est pas quelque chose qui va détruire le système. Fait que, mais j'ai tendance à être plus conservatrice et commencer avec des choses simples et augmenter, me servir de mes gros, de sortir le bazooka à la fin seulement, là, tu sais. Mais dans les cas plus avancés, puis les patients qui le désirent, je peux commencer facilement avec le PRP. Mais les gens connaissent pas la prolo. Puis quand je commence à expliquer un petit peu la différence, qu'on peut commencer tout de suite à stimuler quelque chose, ben, les gens sont très ouverts. C'est parce qu'ils connaissent pas cette approche-là. Puis, est-ce qu'en PRP, vous l'utilisez en arthrose légère modérée pour ben, changer Oui, l'environnement pour qu'il soit plus anti-inflammatoire que pro-inflammatoire? Je ne sais pas que ça fait la même chose avec la Prolo, mais en oui, PRP, en PRP, c'est quoi? Je l'utilise moins parce que je vais tout de suite au N-Stride, moi. Encore pour la même raison que 15 à 20 des gens réagissent pas à leur PRP et le N-Stride, qu'on pourra parler tantôt, est comme ciblé pour le genou. Le PRP, on l'utilise un peu, c'est un peu un hybride là, pour les tendons, les ligaments, l'arthrose, toutes les régions. Le N-Stride, lui, il est vraiment plus pour le genou. Alors, quand je traite un genou, j'ai plus tendance, je vais expliquer la différence de prix aussi, puis la durée du traitement. Des fois, on est mieux d'aller tout de suite au one-strike. Puis ça, c'est des choix personnels. C'est pas basé sur la littérature. C'est plus un feeling. C'est avec le patient, j'en parle, les pour et les contre, puis ensemble, on décide. Mais le PRP intra-articulaire, s'il y a une place où la littérature est quand même fiable, c'est pour le genou, l'arthrose du genou. J'arrive d'un congrès à Bordeaux, là, puis on a parlé beaucoup du PRP, des études et tout ça. Et j'étais très surprise et agréablement surprise qu'on parle de la prolothérapie enfin dans un congrès de cette envergure-là. Au niveau plus français, parce que les Américains, ça fait longtemps, c'est les Américains qui m'ont formé, là. Mais que les Français embarquent là-dedans, puis on a des Québécois aussi sur le comité scientifique. Fait que là, on parle de prolo, alors que ça a été tellement difficile d'emmener ça au Québec. Alors, il y a une vague. Puis, il faut pas juste penser à une seule thérapie. S'il y en existe beaucoup, c'est parce qu'il n'y en a pas une de parfaite. Mais oui, dans les genoux, ça peut fonctionner. Il y a pas de problème là. puis j'aimerais ça que tu expliques un peu le N-Stride, tu en as parlé, là, mais juste que les gens comprennent parce que c'est, tu sais, on vient isoler les cytokines spécifiquement. Puis j'aimerais ton avis sur en quoi ça vient aider plus que juste le PRP, par exemple. Ça aide pas plus. Je dirais pas que ça aide pas plus. C'est une approche qui utilise un mécanisme tellement différent. Le PRP, on va chercher les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance, qui sont relâchées aussitôt qu'on injecte. C'est pour ça que ça crée une grosse douleur dans les premières minutes et c'est pour ça qu'il faut assurer une bonne anesthésie pour pas que les patients souffrent trop. Puis dans 75% des plaquettes 75 des facteurs de croissance vont être relâchés dans les 15 premières minutes après une injection. La prolothérapie, elle, ce qu'elle fait, elle va attirer les facteurs de croissance sur place. C'est un mécanisme un peu plus lent, un petit peu plus insidieux.
PRP, on dépose les facteurs de croissance. Puis la prolo, on attire les facteurs de croissance sur place. Certaines études disent qu'en faisant les injections de prolothérapie, on amène 4 facteurs de croissance. Je ne peux pas te les dire par cœur. PRP, on en mettrait 7 à 8. Combien on en a besoin dans les faits? 4 ou 8. Il n'y a pas d'étude qui a comparé ça. Ça, on est encore à l'étape un peu embryonnaire. Alors que le Nstride, c'est une solution protéinée autologue. On fait une prise de sang encore. On va chercher les cytokines, qui sont des protéines anti-inflammatoires pour aller combattre les cytokines pro-inflammatoires. Parce que quand un genou commence à développer de l'arthrose, les os commencent à frotter, la membrane synoviale sécrète du liquide pour nous dire Hey, arrête de marcher. C'est un mécanisme de protection. Et dans ce liquide-là, il y a beaucoup de cytokines pro-inflammatoires. Alors, quand on va chercher ça du patient et on le centrifuge d'une façon différente du PRP, on va chercher des cytokines anti-inflammatoires et on les injecte dans le genou. Alors, ces cytokines-là vont aller combattre, surtout, il y a 2 facteurs, les interleukines 1 puis les TNF, thymosis, TNF alpha. Mais il y en a d'autres, ça, c'est les principales. Fait que c'est comme ça, on va chercher les gardiens du corps, puis on va les déposer pour combattre. Et selon la littérature, on sait que la cortisone aide 3 mois pour soulager. Le PRP aiderait 1 an. Je parle de l'arthrose du genou. Et le Nstride, moi, au début, quand on me parlait du Nstride, je disais, hey, là, les miracles, je ne crois pas à ça. Ça peut aller de 2 à 3 ans. Et dans les faits, j'ai eu des patients pour qui ça a fonctionné très bien. Là, je suis tombée en bas de ma chaise parce qu'avant de dire, ah, ça marche, il faut se donner un petit peu de recul. Et sincèrement, on donne ça pour les arthroses grade 1 et 2, c'est-à-dire les légères à modérées. Mais j'ai quand même injecté des patients avec une arthrose avancée qui me disaient, ah, ben, j'ai des sous, ah, je veux avoir toutes mes cellules. Puis j'ai eu des beaux résultats, curieusement, puis je suis surprise. Alors, c'est un outil intéressant. Alors, est-ce que ça vaut la peine de dire, ben, on va-tu un Stride qui coûte 500 $ de plus? 500 de plus, j'en ai pour 3 ans ou 2 ans. Ou bien PRP j'ai 15 à 20 de chance que ça réagisse pas, parce que je suis pas un responder, puis on n'a rien pour dépister ça. C'est ça qui est plate. Je vous dis pas que c'est pas une bonne solution à injecter, mais on n'est pas sûr à 100%, mais on n'est pas sûr à 100% pour les autres techniques, là. Mais c'est des belles approches à envisager là, pour se protéger. Pour le Nstrad, on doit avoir aussi un 15 à 20% de non-responder. Non, non, ça, c'est juste pour les plaquettes. Ben, à ma connaissance, c'est juste pour les plaquettes. Puis pourquoi? Ben, je suis tellement congrès, je dis pourquoi, ça répond à ma question. Ce serait des phénotypes, génotypes de certaines cellules. Ils commencent à s'intéresser à ça, pourquoi certains répondent puis d'autres pas. Puis ce serait un niveau génétique. Puis là, encore là, de dire au niveau génétique, est-ce qu'on fait des tests qui vont coûter de temps pour être capable de dire au patient, ben, je te jure que ton PRP, il devrait fonctionner. Fait que là, on est encore ailleurs, on est ailleurs, là. On est à nos balbutiements sur qui devrait recevoir le PRP. Mais chose certaine, c'est que ça ne nuit pas. Seule place où il faut faire attention, puis ça, j'étais contente d'avoir une certaine réponse là-dedans, patients qui ont eu un cancer déjà. Parce qu'on va chercher des cellules, c'est toujours fatigant. Puis ça, c'est avec les cellules souches. Moi, j'ai appris, eh bien, à Los Angeles, j'ai appris à faire les cellules souches. Ça fait déjà 15 ans. 2011, oui, on est rendu à 15 ans. Puis quand on est arrivé au Canada, on m'a dit on n'a pas le droit de faire les cellules souches et je suis d'accord avec ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on injecte. On injecte une soupe de cellules. Puis le docteur Kaplan, qui est un des grands présentateurs au niveau de la médecine régénérative, il dit, on ne sait pas, vous injectez une soupe de cellules, lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Fait que moi, je trouvais que ça faisait du sens. Faut être sûr qu'on ne blesse pas les patients. Mais j'ai des patients qui sont allés aux États-Unis et qui étaient très contents, mais c'est plus long avant que ça fonctionne. Mais bref, on l'a pas au Canada, fait que ça sert à rien qu'on s'obstine là-dessus. On a quand même d'autres belles approches là, pour être capable d'aider. Mais c'était quoi la réponse par rapport aux gens qui ont un cancer ou qui sont en Ah rémission pour le oui, 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 PRP? oui. Tu sais, c'est sûr, c'est toujours partagé, mais eux proposaient, le panel d'experts là-bas proposait qu'il fallait attendre 5 ans après la rémission. Ou si l'oncologue est d'accord, on y va.
Mais c'était pas avec des recherches, Mais puis les médecins n'importe discutaient quel entre type de eux. cancer? À peu près, oui. Il n'y avait pas de spécification Pour pour quel type de lymphome ou... cancer, métastatique ou... ils sont pas allés jusqu'à à quantifier ça pour le lymphome. Faudrait que je revérifie. C'était parce qu'on avait un petit bouquin, puis j'ai pas révisé ça, mais faut être prudent quand même. Puis je pense que la meilleure chose, étant donné qu'il n'y a rien de précis pour tous les cancers, c'est de discuter avec l'oncologue. Mais encore là, il y a tellement d'autres approches. Moi, avec les gens qui ont eu un cancer, je commence toujours avec la prolo. Je veux dire, la prolo, on n'envoie pas des cellules, on attire des cellules. On n'injecte pas d'autres cellules. Pour moi, ça me semble quand même assez sécuritaire, là. Mais ça va être à creuser. Mais moi, dans ma pratique, nonobstant le type de cancer, ça sera 5 ans si le patient veut absolument avoir son PRP, sauf si l'oncologue dit non, j'ai pas de problème avec ce type de cancer-là, tu peux faire du PRP. Puis, y a-t-il d'autres approches que vous faites? On a pas mal discuté. Ben, il y a un qu'on n'a pas parlé, que je sais que vous aimez beaucoup, le PIT, si vous voulez en parler un peu. Parce que ça vient un peu... ça vient de la prolothérapie, je pense aussi. Ça a commencé comme ça. L'histoire de ça, c'est PIT veut dire Perineural Injection Therapy. Puis justement, moi, j'ai eu la chance, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un beau corridor de chance. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir de la chance de me rendre à Los Angeles parce que moi, vraiment, tout est arrivé là-bas parce que j'avais pris un stage en option, pas un stage, mais une formation sur le traitement des douleurs neuropathiques. Puis je dis, bon, ben, je vais aller chercher ça. Je m'en souviens parce que je sais que ça m'avait coûté 1500 $ à l'époque, c'était très cher. Puis j'étais sortie de ma formation, puis tout le monde sortait miraculé. Je disais, hey, là, je viens de me faire avoir, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, je l'ai utilisé ici au Québec, puis j'ai eu d'énormes résultats. Puis maintenant, après toutes ces années-là, ben, on commence à faire de l'hydrodissection. Mais je vais revenir sur l'hydrodissection. Je reviens à la base, là, je suis en train de m'égarer et de vous égarer. Euh, le PIT, c'est qu'un médecin prolothérapeute, Dr. John Liftot, un médecin de la Nouvelle-Zélande, il voulait traiter son propre tendon d'Achille avec de la prolothérapie, puis ça fait mal. Je veux dire, surtout traiter dans un tendon, il faut le faire, il faut faire une petite anesthésie locale. Mais lui, il avait décidé qu'il allait se traiter chez lui. Et ça a tellement fait mal. Je me suis injectée, puis j'ai pas été capable de faire tout mon traitement. Puis j'ai noté le lendemain que j'avais un effet apaisant. Il y avait quelque chose qui s'était quand même passé. Parce que la prolothérapie franche, la médecine régénérative, ça prend un mois avant que ça fonctionne, ça prend pas une journée, là. Fait que là, il a commencé à faire des recherches et il a découvert des recherches qui ont été faites en 1800 quelques sur les nervi nervorum. Ça, c'est les petits nerfs autour des petits nerfs. Puis, le dextrose aurait eu un effet positif là-dessus. Fait que là, il a fait ses recherches. Et malheureusement, il n'y avait pas le pharmaceutique en arrière de lui. Fait que ça a pris plus de temps avant qu'on en parle un peu plus. Mais le dextrose autour des petites racines nerveuses superficielles qui sont à fleur de peau apaise ces racines-là qui ont été traumatisées, soit par un coup, soit par une traction, compression, des fascias qui sont têtes. Le dextrose vient relâcher tout ça parce que ces petits nerfs-là, qu'on appelle les petites fibres C démyélinisées, ont des récepteurs. Et ces récepteurs-là, quand ils sont compressés, ils relâchent la substance P et une autre substance qu'on appelle le CRGP. Bref, ces deux substances inflammatoires qui sont juste sécrétées à partir de la stimulation de ces petits récepteurs-là qui sont aïe, 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 j'ai mal, puis ça va jusqu'au cerveau, aux neurones tertiaires. Nous autres, en médecine, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la médication, du Lyrica, du Cymbalta, pour nous faire oublier qu'on a mal. Mais on ne traite rien. Alors, j'ai eu la chance avec ce médecin-là d'apprendre à traiter ces petites branches nerveuses avec du dextrose à 5%. Pas de la prolo. Une même substance à une concentration différente pour des traitements différents. Alors, dextrose 5, on fait ça en périneural, on appelle ça du périneural. Puis le PIT, en fait, c'est des injections qu'un médecin de famille pourrait faire, qu'on fait sur des territoires nerveux que moi je connaissais même pas en médecine, là, que j'ai appris à découvrir. Puis j'ai mes posters dans mon bureau. Les patients disaient, hey, c'est là j'ai mal. Tu sais, on traite des coudes. Finalement, les gens ont des douleurs plus diffuses. On traite ça, tac, tac, tac. Hey, j'ai plus mal. Fait qu'il faut jamais oublier ces petites racines nerveuses-là dans le traitement de la douleur chronique. Mais c'est quand même encore débattu. Les gens disaient, hey, du dextrose qui va enlever cette douleur-là, mais je vous garantis que c'est anesthésie. Je suis capable de faire des blocs de nerfs avec ça. On ne fait pas exprès de faire un bloc nerveux avec ça.
Mais souvent, il y a un petit nerf à côté de la cheville quand on fait des entorses. Il y a le nerf sural qui passe en arrière. Fait que juste à palper, à injecter un CC Succus sur ce trajet-là, puis les patients vont dire, ben, j'ai plus mal, c'est comme engourdi. Alors, on nourrit, contrairement à la xylocaïne qu'elle gèle, le dextrose enlève la douleur, mais envoie un signal, puis on passe par les ganglions dorsaux. Je suis peut-être trop dans la finesse, là, mais bref, c'est un produit qui est encore là, peu dispendieux. Je pense ça dans ma petite pochette à soluté, facilement disponible, puis qui m'a aidé à traiter des gens qui avaient des douleurs chroniques. Personne ne savait c'était quoi. Puis finalement, quand on commence à savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire mal, on peut les chercher. Fait que moi, c'est ce que j'ai appris là-bas. Puis, Dr. Liftot encore donne des séminaires. J'ai eu la chance d'être dans le premier groupe mondial, deuxième groupe, là, à connaître ça. Fait que je l'ai utilisé tout le temps. Puis là, maintenant, je le fais avec l'échographie. Là, les physiatres le font. Je me permets d'en parler parce que là, les physiatres le font. Physiatres, des fois, ils mettent de l'eau saline, mais entre vous et moi, de mettre du dextrose qui aide le nerf, on aurait plus d'avantage à le faire. Fait que là, il y a comme un genre de mouvement vers ça. Puis faire de l'hydrodissection, c'est qu'on traite quand même ces petits nerfs-là, mais certains sont plus faciles à identifier avec l'écho. Fait qu'au lieu de faire plusieurs petites piqûres sur le trajet du nerf, on peut faire juste un petit beignet comme un bloc nerveux. Sous guidage échographique, on isole le nerf, puis là, on met 2, 3, 4, 5 cc de dextrose, 5 autour de ça, et ça Est-ce que relâche. ça persiste dans le temps ou ça dure combien de temps une fois que les gens sont soulagés? Ben, ça, pour un premier traitement, si le patient a au moins 4 heures de soulagement, le premier traitement, il faut que ça dure entre 4 heures et au moins 4 jours. Parce qu'on se dira, ça n'a pas duré. Pas du tout. Ah ben non, c'est vrai que j'ai bien dormi. Les douleurs nocturnes, souvent, c'est ces douleurs-là. Alors, je leur dis, écoutez, venez la semaine prochaine. Ce serait un traitement. Dr. Liftot recommande un traitement par semaine. Moi, c'est sûr, je suis au privé. Il y a des frais associés à ça, mais dans une clinique GMF, une infirmière pourrait faire ces injections-là. C'est en sous-cutané. Il n'y a aucun risque là. À moins d'avoir une allergie au maïs, c'est le seul. Si on touche un nerf, vous allez le savoir assez vite. Le patient va se retirer, vous tassez votre aiguille, puis c'est tout. Alors, ça, c'est un traitement qui peut durer une fois. Souvent, surtout les femmes, les douleurs à la face interne du genou, que les gens disent, ah, c'est une tendinite de la patte doigt. C'est plus rare, les tendinites de la patte doigt. C'est surtout le nerf sacrène qui est étiré. Surtout les femmes en vieillissant, on a plus de cellulite. Et juste le poids de ça tire sur le nerf sacrène. Je traite ces patientes-là, fini les douleurs nocturnes, puis c'est le plus gros succès que j'ai dans ma pratique pour les douleurs de la face interne du genou. Alors, ça peut durer, prendre juste un traitement, puis ça s'en va. Mais il faut savoir que ces nerfs-là qui sont traumatisés sont secondaires à quelque chose d'autre. Je peux soulager, mais si on ne trouve pas la cause, des fois c'est l'arthrose, c'est une déchirure méniscale interne, puis le nerf passe par-dessus ça. Fait que si c'est gonflé, ça va se serrer encore sur le nerf. Fait que si on ne traite pas le problème de base, les patients vont venir. Mais les fibromyalgiques réagissent bien à ça, mais étant donné qu'ils ont souvent mal partout, on ne peut pas tout injecter. Mais il y a une histoire de récepteurs sur ces nerfs-là qu'on a omis de traiter au fil des années. Puis grâce à cette approche-là, j'ai réussi à aider beaucoup de patients. Et maintenant, on en parle un peu plus. Les médecins qui viennent en formation chez moi, je leur en parle, je leur montre. Puis les patients disent, les médecins disent, oh mon Dieu, celui-là, ce patient-là, je pourrais l'aider. Il est exactement ça, je pourrais l'aider. Nous, en médecine, il faut qu'on aide puis qu'on ne nuise pas. Mais il ne faut pas dire au patient qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que souvent, il y a une structure qui est laissée pour compte, puis il faut l'identifier. Même si c'est pas connu, même si ça dérange l'establishment, faut pas nuire. On est là pour aider les patients et non pas l'ignorance. Oui, c'est ça, mais j'aime beaucoup ton approche, mais même quand j'ai passé une journée avec toi après, des patients m'ont dit, ah, mais ce patient-là qu'on pense qu'on peut pas aider, ben, il y a, tu sais, souvent, des fois aussi, les douleurs au cou chronique, des fois, ça peut aider. Oui. Il y a certains types de douleurs, là, mais pour la question de qu'est-ce que tu vois avec tes patients, que ça dure combien de temps, puis est-ce que c'est un traitement que tu vas répéter? Au besoin. Au besoin, le patient, j'ai des patients qui ont oublié de plus faire ce qu'ils devaient plus faire, puis là, bon, la douleur est revenue. Puis ils me disent, bon, Chantal, fais-moi mon dextro 5. Je me souviens d'une patiente, ça, il faut que je la compte. Parce que parallèlement à elle, je commençais à traiter Éric Gay. Je le nomme parce qu'il l'a dit dans la presse que la prolothérapie l'avait aidé à faire sa carrière, là. Il l'a dit haut et fort, fait que je me permets d'en parler. Je traitais Eric en même temps qu'une dame qui avait 95 ans, qui avait toute sa tête, puis elle arrivait toujours avec sa petite marchette.
Puis elle, j'avais appris à faire ces approches-là en dextrose 5%. Puis elle arrivait, elle s'assoyait, elle avait de la misère à se mobiliser quand elle rentrait. Fait que je la gardais assise, dézippais sa petite jupe pendant, puis je faisais des injections dans le bas du dos. Elle avait mal dans le bas du dos. Puis elle rentrait dans mon bureau, puis elle me disait, Chantal, fais-moi mon dextrose superficielle, s'il te plaît. Elle connaissait le terme, 95. Puis je faisais ses piqûres, puis elle partait, puis marchait. Ça durait 2 mois, 3 mois. Je veux dire, au lieu d'avoir de la cortisone, des blocs facétaires, ça c'est de la cortisone sur les facettes autour des os, qui affaiblissent les structures autour à la longue, ben, j'ai réussi à aider cette dame-là. Mais c'est drôle parce que mes patients qui connaissent les approches en prolo, ça me fait tellement plaisir. OK, Chantal, j'aurais peut-être besoin d'une prolo ou un petit peu de dessin, tu sais, du dextrose, un petit peu de dessin, que là, ça recommence à faire mal quand ça me réveille la nuit. Mais si on traite la structure qui offense ces nerfs-là, on ne devrait plus avoir à refaire ces injections-là. Il y a même une étude pour le tunnel carpien qui a été faite à injecter, faire un petit beignet sous guidage échographique avec le dextrose 5. Moi, pour le moment, j'ai pas vu, je l'ai essayé pour quelques patients, j'ai pas vu de gros avantages pour le moment. Peut-être qu'il faudrait rajouter une nanodose de cortisone là-dedans. Peut-être qu'il faudrait mettre plus de volume. Fait que les études commencent à être plus favorables actuellement, mais j'ai pas eu encore de succès avec ça, Mais là. faites-vous la prolothérapie en tunnel carpien? Non. Non, non, pas encore. Sauf qu'il faut que je vais vous emmener quelque chose du congrès auquel j'ai assisté à Bordeaux. C'est avec le groupe GRIP, Groupe de recherche internationale en injection de plaquettes, mais ils abordent quand même d'autres thèmes. Et il y a un médecin, Dr Miguel Sanchez, que je vois à tous les congrès internationaux, qui commence à dire que d'injecter du PRP, qui est poor, on pourrait le faire dans les nerfs, autour des petites fibrilles nerveuses. Puis on se dit, hey, aller piquer dans un nerf, on fait pas ça. Mais lui, avec du PRP, a commencé à faire ça et a démontré de beaux avantages. On est rendu là. On est rendu là. Puis Sanchez, il revient, puis il y a des belles études là-dessus. Moi, je serais frileuse d'aller piquer dans le nerf parce qu'il faut le faire avec du PRF, c'est même pas du PPP, c'est du PRF. C'est du plasma qui est riche en facteurs de croissance. Fait que ça, c'est une autre Mais c'est pas le plasma riche en manipulation. fibrine, le PRF? Oui, fibrine, riche en fibrine. Je sais pas, moi, je n'ai pas cet appareil-là. Je ne sais pas si des médecins au Québec l'ont. Je ne sais pas si vous êtes au Non, courant. c'est assez rare. Puis les spécialistes me disaient que ça, ils voient pas l'intérêt vraiment de y aller avec Pour le riche en fibrine. avec, ça ferait moins mal, ça c'est sûr que ça ferait moins mal, mais pour les nerfs, ce serait le type d'injection qu'on pourrait prendre éventuellement. Fait qu'on s'éloigne beaucoup de la cortisone, on s'approche vers des trucs qui sont quand même assez simples à faire quand on passe à l'hydrodissection avec du dessin. Moi, je pense qu'il faut revenir aux bases. Puis oui, il faut continuer la recherche, ça nous en prend. Mais quand on est capable d'aider avec des choses de base, qui sont simples à faire, faut pas oublier ça. Faut revenir à nos bases tout le temps en médecine. Ouais, tout en innovant. C'est comme ce que je ressens de vous, là, c'est vraiment les deux. Puis y a-t-il autre chose qu'au congrès, justement, là, c'était en janvier à Bordeaux, que vous avez appris, qui vous ont marqué de ce congrès? Oui, j'étais surprise de savoir que d'injecter du plasma, du leucocyte, qui est riche en leucocytes versus pauvre en leucocytes, parce qu'habituellement, quand on fait des intra-articulaires, on va prendre pauvre en leucocytes, c'est moins inflammatoire, ça fait moins mal. Mais apparemment que de faire le pauvre en leucocytes et riche en leucocytes amène le même outcome à 3 ou à 6 mois. Fait que là, on dit, OK, ça nous prend du leucocyte poor, leucocyte riche. D'après ce que je viens de comprendre, c'est que peu importe lequel on prend, on va avoir la même issue, la même guérison à 3 à 6 mois. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi pas prendre le leucocyte poor, donner moins de douleur aux patients, puis arriver à ça. Fait que ça, c'était comme une nouveauté. Mais ça, c'est en Euh, intra-articulaire, hein? Parce qu'en tendineux, on est toujours riche en leucocytes. On devrait être riche en leucocytes, mais là, il faudrait que je revise. Mais d'après moi, c'était aussi intra-tendineux. Fait que je pense que c'était surtout en intra-tendineux. Fait que je vais reviser ça. À valider, docteur Oui, Champagne. parfait. Mais c'est juste bon à savoir, oui, parce que pour les patients, c'est sûr que si vous faites du PRP en intratendineux, c'est douloureux. On vient geler alentour, mais justement, c'est une question que j'ai, parce que tantôt, vous avez dit une bonne anesthésie. On sait que l'axillo, ça ne fit pas bien avec nos plaquettes. Est-ce que vous le faites juste en péritendineux quand vous faites un tendon ou vous en mettez un petit peu au niveau des tendons aussi, de l'anesthésie?
Ben, ça dépend des structures que je vais injecter. Quand je fais un fascia plantaire, qui est quand même douloureux à injecter, je vais faire un bloc du nerf tibial plutôt. Puis ça, si on était capable de geler le nerf qui est en haut de la structure, ça serait parfait, mais ils sont pas tous facilement accessibles. Mais le nerf tibial postérieur, moi, ça, je mets de l'axilo, je fais un bloc nerveux. Fait que ça, habituellement, ça gèle tout le pied, fait que ça donne une procédure qui est vraiment le fun à faire. Au niveau du coude, c'est plus difficile. Il faudrait aller jusqu'au niveau du plexus brachial. Il y a le nerf musculo-cutané qui est difficile à identifier. Fait que ça, c'est plus difficile. Moi, j'y vais en péritendineux, puis selon les dernières études, puis d'après les gens qui présentent au congrès auquel j'assiste, on pourrait mettre 1 millilitre de xylocaïne pour 1 millilitre de PRP. On essaie de pas en intra-tendineux, mais j'avoue, des fois, je m'échappe parce que ça fait mal. J'ai déjà eu un patient qui a convulsé quand je commençais, là, j'ai dit plus jamais. Puis mes traitements marchent la plupart du temps. Alors, faut juste pas en mettre beaucoup. Faut qu'il soit Mettre le dilué. minimum possible. Ah, pardon? Qu'il soit dilué. Souvent, je vais utiliser du 0,1. Je vais le mettre avec du salin, puis ça marche quand même, mais c'est beaucoup moins concentré. C'est moins concentré, puis ça fait. Puis on pourrait même faire du dessin à la rigueur, là. Je sais pas, tu sais, j'en parle, je me dis pourquoi je fais pas plus du dextrosine, c'est pas nocif pour la santé en plus. Mais l'axilo, il faut en mettre un peu parce que c'est cruel. C'est cruel d'injecter pas de xylocaïne. Fait que la plus petite dose possible, parce qu'effectivement, c'est ténotoxique, chondrotoxique, alors il faut en mettre le moins possible. Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser, parce qu'on en a parlé au début, mais même encore au Québec, là, on parle de la cortisone, puis vous, ça fait des années c'est clair que c'est pas bon. Puis même, on met ça avec de l'asilo. Fait que souvent, on va avoir deux produits qui sont toxiques pour nos cartilages. Puis j'ai encore des gens qui viennent surtout, ben, plus de la région des fois, mais là, je veux pas faire de préjugés, mais encore, on leur dit, ah, cortisone aux 3 mois. Puis là, ils viennent me voir, mais je me dis, comment ça que c'est encore comme ça? Ça me surprend quand même qu'encore aujourd'hui, il y en a qui ont leur cortisone aux 3 mois, tu sais. Mais moi, je pense que c'est pas. On devrait plus faire ça. C'est contre l'éthique, hein. Je Oui, sais pas c'est que je ça. devrais dire Oui, ça, mais oui. c'est pas de bon sens de donner une prescription d'avance sans même réévaluer le patient. Des patients ne sont pas réévalués. Moi, je me souviens de mon père qui avait son injection aux 3 mois pour sa coiffe des rotateurs. Fait que là, je disais, là, est-ce que t'as mal? Il me disait, non, je dis, annule ça. Puis là, ben là, ça change un petit peu la cédule de l'hôpital. Ah, ben là, monsieur, vous venez pas, là, vous allez perdre votre place. Et ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens. Faut pas faire des prescriptions d'avance pour de la cortisone. De toute façon, il faut trouver d'autres solutions. Et à mon congrès à Bordeaux, d'ailleurs, j'ai osé poser la question quand vous faites des ponctions de genoux. Parce que moi, habituellement, j'enlève le Ouais. liquide, je vais mettre un gel, mais je mets toujours un petit peu de cortisone parce qu'on a toujours peur qu'avec un corps étranger, qu'il y ait un flare-up, là, qu'il y ait une augmentation de l'inflammation. Puis je disais, est-ce que vous mettez de la cortisone? Puis un des présentateurs français disait, mais c'est de la merde, la cortisone! Vous mettez encore de la cortisone! Fait que là, je dis, non, c'est parfait, je suis d'accord avec vous, tu sais. Fait que là, j'ai commencé dans ma pratique, même si j'ai un gros épanchement, je retire mon liquide, bien sûr, parce qu'on ne veut pas diluer un produit dispendieux dans une mare d'eau, là. Fait que je retire le liquide, je laisse l'aiguille là, j'injecte mon produit et je mets plus de cortisone. J'ai pas eu de retour encore, mais j'axe vraiment sur soyez tranquille pour une semaine, allez pas faire la montagne. Faites vos activités régulières, mais il faut pas abuser, sinon le genou va gonfler, puis ça donnera rien, là. Exactement comme un PRP, justement, sur un genou qui a beaucoup de liquide à l'intérieur, beaucoup inflammatoire. Est-ce que vous allez justement retirer le liquide? Des fois, certains spécialistes me disent qu'ils vont mettre de la cortisone juste une fois pour que le genou soit sec avant le PRP. Ou ça serait juste d'enlever le liquide puis de mettre tout de suite le PRP, ou on attend entre les deux? Ce serait quoi votre approche? Moi, de plus en plus, je pense qu'il faut éviter la cortisone. Parce que la cortisone est chondrotoxique, crée l'apoptose cellulaire, ça veut dire la mort cellulaire. Fait que de mettre une cortisone avant, c'est contre-intuitif. Je vous dis pas que ça marche pas parce que ça enlève toutes les inflammations. Ça enlève tout, la cortisone, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'un bénéfice à long terme, je vois pas l'avantage de mettre une cortisone avant, mais de retirer le liquide, évidemment, reposer l'articulation. Moi, je pense que ce serait ce qu'il faut faire à l'avenir. Puis c'est ce que j'essaie de faire, puis je vais me faire une idée en clinique. Pour savoir, il n'y a rien de mieux que la clinique, puis de voir comment ça fonctionne. Tu sais, il y a beaucoup d'études qui arrivent, mais je pense que ce qui se passe dans le bureau est très important aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Oui, ce qu'on expérimente puis les résultats qu'on voit avec nos patients, là. Souvent, moi, c'est quand je suis convaincue de quelque chose, c'est quand je l'ai vécu avec mes patients, là, surtout.
Oui, oui, exactement. Puis les patients l'ont vécu avec d'autres médecins, puis ça, nos patients sont une belle école. Puis souvent, ils nous disent leurs problèmes puis leurs diagnostics. Si on prend le temps d'écouter, là, ils nous le disent, c'est quoi le problème. Alors, il faut les écouter. Puis juste pour finir, pour la cortisone, y a-t-il encore des indications où est-ce que, par exemple, moi, en arthrodistension, je vais encore mettre une cortisone quand je fais mon arthrodistension dans une capsulite, là, les gens qui ont le frozen shoulder. Y a-t-il encore des indications quand même pour la cortisone parce qu'on n'a pas autre chose pour le moment? Il y a encore une indication, parce qu'on n'est pas habitué de changer nos recettes non plus, là, tellement au Québec. Les deux endroits où on a encore une indication musculo-squelettique, ce serait la capsulite puis les doigts gâchettes. Mais encore là, on commence à parler de PRP pour les doigts gâchettes, pour les deux Kervin. Fait que ça s'en vient tranquillement. Puis en cortisone, les indications, c'est sur les maladies rhumatismales. Je veux dire, c'est autre chose. Nous, on est dans le chronique, dans le dégénératif. Ce qui est rhumatismal, ce qui est le job des rhumatos, oui, il en faut de la cortisone, je pense, mais c'est pas mon domaine. Mais de la place encore pour la cortisone de moins en moins, puis la capsulite d'ailleurs. Dernier congrès de l'AAOM, American Association of Orthopedic and Medicine, Dr. Brian Scheipel, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, commencé lui à injecter justement du dextrose 5 au niveau de l'épaule. Et le docteur Liftot, qui m'a enseigné, il disait, lui, là, vous devriez traiter toutes les petites branches supraclaviculaires qui innervent l'épaule pour aider pour les capsulites. Fait que là, on commence à penser à d'autres choses. Parce que de mettre de la cortisone dans une articulation et de la xylocaïne, c'est contre-intuitif encore. Mais Dieu sait comment ça aide en même temps. Fait que ça, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'études, de plus en plus d'essais, peut-être même avec du PRP, leucocyte pour, mais la cortisone, il y a encore on a encore sa place. Mais chose certaine dans l'écoute, il faut éviter ça, là. Il faut vraiment éviter ça, surtout sans guidage échographique, là. Moi, ça m'est arrivé une fois de le faire. Le patient avait tout essayé, il était assez âgé, il disait, je ne veux plus avoir mal. J'ai pris mon appareil écho, j'ai injecté ça autour du tendon. Mais encore là, de l'injecter autour du tendon, le problème, c'est que s'il y a une déchirure à la surface, en superficie, vous mettez votre cortisone très bien, vous pouvez être très bon en écho, mais la cortisone peut quand même s'immiscer là-dedans. Puis ça m'amène un petit peu aux injections de viscosupplément dans les tendons, ce qui est nouveau actuellement. Moi, je l'ai essayé un peu, ça marche une fois sur trois. Mais ce que j'ai noté, surtout, c'est des patients qui avaient reçu ces injections-là, qui sont rendus avec une masse hypoécogène au niveau du tendon. J'en ai eu un au niveau du coude, j'en ai eu un au niveau du tendon patellaire. C'est peut-être pas à cause du produit comme comment on l'injecte. Puis ce que j'ai pensé, parce que je suis sûre que les médecins qui ont injecté avec ECHO l'ont fait en péritendineux, mais encore là, si on a une déchirure, le gel, là, il s'en va dans le tendon, fait une plug. Alors, comment vous pensez que les fibres de collagène vont se cross-linker, là, s'interrelier? Fait que ça, c'est mon bémol par rapport à ce traitement-là. Puis, vous voyez, j'ai une patiente, j'ai fait le coude, deux traitements, elle avait un PRP avant, puis ça a comme achevé le travail. On dira, ah, c'est ça qui a aidé, mais c'est peut-être tout ce qu'on a fait avant qui est cumulatif. Finalement, on a un beau résultat. Puis là, c'est le gagnant et le dernier que j'ai reçu, mais il faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant, incluant aussi la thérapie manuelle, que ce soit la physio, la chiro, l'ostéopathie, etc. Oui, oui, eux sont toujours là en première ligne, mais aussi pour suivre nos patients une fois qu'on les a injectés, surtout en PRP. Aussi, Oui, oui, c'est super, super aussi. important, là. Puis vous nommiez souvent aussi, il y a une combinaison entre le PRP puis après la visco qui fait que ça potentialise le traitement puis que ça va aider de plus en plus dans les recherches aussi, là. On va faire les deux. Oui, disons, on en a parlé un petit peu justement au congrès du GRIP, mais là, au moins 8, 9 ans, je suis retournée au congrès Toby. C'est là que j'ai appris mes premiers pas à Los Angeles avec ce groupe-là, avec Dr. Steven Simpson, qui est un idole, à quelque part, là. Puis lui, il avait déjà fait les recherches PRP et le gel. Puis ils n'avaient pas conclu à une si grosse amélioration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire encore, mais c'est quand même des produits dispendieux. Puis s'il y a un effet secondaire, on se dit, bon, ben, lequel a créé quoi là-dedans? Moi, je mets encore là été tapiste. Le patient dirait, pourquoi on ne mélangerait pas? Il n'y aurait pas de contre-indication à le faire.
L'avantage, je suis pas convaincue, mais un patient qui désire aller de l'avant, puis on l'a informé, puis ça se fait très bien, là, c'est pas un problème. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que j'aime aussi de la médecine régénératrice, c'est on vient utiliser les ressources du corps pour guérir, fait qu'il n'y a pas vraiment de danger comme la cortisone qu'on a parlé. Fait que c'est dans le sens où on ne nuit Et- pas, comme je vais me ramener à ce que tu as dit dès le début, mais c'est de ne pas nuire, en fait, aux patients. oui, de pas nuire aux patients, puis donner la chance au corps de guérir, puis les patients aiment ça, je veux dire, d'être capable de servir de son corps. Parce qu'en général, quand on se blesse, c'est notre corps. Notons un début de quelqu'un qui joue au tennis, commence à avoir mal au coude. S'il est capable de respecter un certain repos, c'est ce qui est difficile souvent pour les patients, d'avoir ce repos-là lors de la pratique de leur sport. S'il donne la chance au corps de se réparer, il va l'avoir, on va l'avoir, le dépôt de collagène, puis le tendon peut guérir. Souvent, les gens disent, ben, si je laisse aller, pensez-vous que ça va guérir? Quand ça fait plus que 6 mois que tu as mal, je suis pas sûre que ça va guérir tout seul. Il faut trouver c'est quoi la cause, mais aussi essayer d'aider le tendon à se régénérer, puis lui donner de la nourriture, une bonne nourriture. Fait que les patients aiment beaucoup cette approche-là et les patients lisent beaucoup sur la cortisone. Moi, la plupart qui viennent chez moi, c'est parce qu'ils ont lu, ils disent, ben, je veux autre chose. C'est pas bon. Ben oui, c'est pas bon. Moi, j'ai eu 3 patientes ménopausées qui ont commencé à être menstruées en ayant une injection, surtout en intra-articulaire. Fait que ça, c'est OK, youpi yaou. Puis on sait que ça abaisse le système immunitaire. Euh, Ostéonécrose, j'ai eu un patient personnellement que j'ai injecté une fois avec de la cortisone. Son genou était gros. Ça fait 3 4 ans de ça. Le patient avait pas beaucoup de sous. Il dit, ben OK, j'aime autant avoir juste la cortisone. Parfait. Il m'a rappelé une semaine plus tard. Cortisone avait créé une nécrose du plateau tibial, fait que fracture par insuffisance. Et j'ai reçu un patient qui a été injecté par un de mes collègues avec la cortisone parce qu'il avait encore plus mal. Fait une radio de contrôle, encore une autre fracture par insuffisance, l'ostéonécrose causée par la cortisone. Fait que c'est pas inoffensif. On injecte ça comme si c'était du bonbon. Il faut qu'on commence à réfléchir différemment, penser à la physiologie de notre corps, puis l'aider plutôt que de juste patcher. Médecine McDo, il faut changer ça là, en musculo-squelettique, là. Puis comment On faire, devient nos oui, patients. c'est ça, mais comment faire pour les patients qui sont face, soit qui ont un médecin de famille qui se connaissent pas dans le domaine, comment ça pourrait être quoi leur approche justement pour avoir d'autres types de traitements ou tu sais comment savoir si pour eux s'ils peuvent avoir accès à ces traitements-là, si c'est fait pour eux, ce serait quoi qu'est-ce que tu recommanderais aux patients de comment approcher ça? Pauvres patients, c'est que si leurs médecins même ne savent pas que la prolo existe, moi j'ai entendu plein de trucs là, je me dis il y a un manque de connaissances, faut partir par les médecins avec des conférences, des congrès, puis ils vont dire ah ça existe. Là, moi de plus en plus j'ai des orthopédistes qui m'envoient des patients en prolothérapie, puis c'était loin de ça avant. Il y a même une clinique à Saint-Jean où les orthos travaillent avec une équipe de prolothérapistes, des médecins de famille qui se sont spécialisés là-dedans, fait qu'ils travaillent conjointement avec moi. Là, c'est comme youpi, on s'en va vers quelque chose de très positif pour les patients. Mais pour un patient qui est avec un médecin qui connaît pas ça, je ne sais pas comment ça va être. Ben, je sais pas. Une bonne partie de mes références, c'est des physiothérapeutes chiro, ostéo, qui ont eu un patient qui a bien été, puis ça fait de boule de neige, là. Je veux dire, je dirais pratiquement bouche à oreille, 100% de ma clientèle, de médecins, je commence à en avoir plus. Mais c'est les patients qui vont parler pour nous, mais j'ai pas de recette pour ça, sans farce, là, parce que on a même, avec la FMOQ, j'avais proposé de faire une liste des médecins qui ont fait la formation pour que, parce que moi, mon rêve, c'est que dans 4 coins du Québec, on ait un médecin, un king ou une queen qui soit là, qui soit le médecin de référence pour la prolothérapie, quitte à former des médecins sur place. J'en ai un médecin roumain qui est, je pense qu'il est en Abitibi. Lui, là, il dit, j'étais orthopédiste dans mon pays. Il dit, j'ai jamais eu une formation comme la prolo. Il dit, jeune, mes patients, j'en ai injecté 70, je capote. Lui, là, c'était comme ça marchait bien, puis il avait déjà une bonne connaissance. Fait que lui, je sais que j'ai mon king là-bas, puis si on peut avoir quelqu'un à Gaspé, tu sais, ce serait bien déjà d'avoir le droit de se faire un site, mais on est encore un petit peu frileux. Moi, je demande à être au cul, puis je les aime beaucoup, je parle pas quand, tu sais, il faut y aller étape par étape, mais je dis, bon, tous ceux qui ont participé, pourquoi on leur offrirait pas d'offrir leur nom pour les patients de la région? Fait on est frappé freiné par la bureaucratie. C'est ça qui est triste parce qu'on a des médecins qui commencent à être très bien là, en prolo, qui peuvent aider.
ou en autre chose que de la cortisone, là. Ça peut être du PRP, youpi, tout sauf de la cortisone, si on peut le faire. Ouais. C'est un peu ça Puis la... vous, docteur Champagne, avez-vous une solution pour que les patients sachent quoi faire? Non, mais je pense que c'est les... Comment Ben, s'adresser? c'est un peu pourquoi je fais le podcast avec vous aujourd'hui, puis avec d'autres experts, c'est que les gens puissent savoir que ça existe, qu'ils puissent recevoir un peu l'opinion de chaque expert, puis que ça soit mis à l'extérieur. Puis il y a beaucoup de médecins qui... Tu sais, c'est d'éduquer, dans le fond. C'est c'est la Oui, solution que j'ai, autant les patients que nos collègues médecins. Fait que ça, c'est une première étape. Puis sinon, ben, c'est sûr que les patients, il y a toujours le privé comme moi ou vous, mais il y a aussi que au public, ça se puisse se faire aussi, là, pour les patients. mais le problème qui va arriver au public, parce qu'il y a plusieurs médecins qui en font, mais c'est encore la même histoire, la liste d'attente. C'est ça, c'est ça, j'ai une couple de patients, on dit, ben là, j'ai appelé à tel endroit, puis il y a comme 3 mois d'attente, puis j'ai dit, bon, ben, mais au moins, il y a quelque chose d'autre. Attends, ça fait déjà 2 ans que vous avez mal, ou bien vous venez me voir, puis je vais le faire, là, mais parce que même au privé, on devient quand même débordé, Oui, là. oui. Mais c'est ça, ça y va un petit peu, au moins c'est ouvert, ça se fait, les spécialistes en font. Je suis contente. Mais il faut faire attention entre la prolothérapie, qui est un art, palpation, d'injection sur les points douloureux, et des injections de dextrose sous guidage échographique. Parce que certains spécialistes ont commencé à faire des injections de dextrose hyperosmolaire qu'on prend en prolothérapie, mais ils font juste une injection avec guidage échographique. Fait que si on fait juste une injection, juste sur une structure, le traitement risque de pas fonctionner. Après ça, on dira, hey, la prolo, ça marche pas. Ça, c'est ma crainte. C'est ma crainte, là, mais je travaille là-dessus un petit peu avec un spécialiste que je connais très bien. Dire, viens faire la formation, parle à tes collègues pour être sûr qu'on fasse très bien les traitements. Sinon, Parce que c'est plusieurs injections, la prolothérapie. c'est plusieurs Sinon, injections. juste une, vous dites, ça donne pas les résultats qu'on veut. Ça donnera pas, même avec le PRP, si on vise juste le petit trou dans le tendon, puis qu'on traite pas les tissus qui sont autour, c'est ça, j'appelle ça sur le grip. On pique dans la lésion et autour. Parce que ce qui fait mal, c'est pas le trou, c'est les pauvres structures à côté, pauvres petites fibrilles là, qui se font étirer, puis on n'a plus rien pour s'accrocher. Fait qu'il faut vraiment cibler les structures tendineuses autour de la lésion. On commence juste à savoir ça, là. Tu sais, on a encore beaucoup à apprendre, mais au moins, il y a une belle direction. Il y a un changement de paradigme qu'on appelle, là. Tu sais, avant ça, c'est chirurgie, chirurgie, chirurgie. Puis même les chirurgiens, maintenant, disent, ben, OK, on n'opère plus les ménisques, il faut trouver d'autres options. Chirurgie était là, c'est en train de baisser. Puis là, c'est des injections régénératives qui prennent. Puis les chirurgiens sont contents avec ça aussi parce qu'on peut renforcer les tissus en attendant une chirurgie. On n'a rien de perdu. Puis on travaille avec des physios, on renforce toutes les structures musculaires. Fait qu'on prépare un patient pour la chirurgie. Moi, je dis toujours à mes patients, je vais arrêter là où la chirurgie va commencer. Fait que Mais vous fait que restez toujours c'est là. mon objectif. Vous êtes toujours présente Pardon? pour eux. Je dis, vous êtes toujours quand même présente pour vos patients, même après la chirurgie. Oh ben oui, c'est mes patients, c'est ma famille. Oui, c'est ça. J'aime ce que je fais, puis c'est ça. Mais j'avais une question Ça me pour... rend Oui, c'est heureuse. ça. Pour la physio, parce qu'on a parlé du PRP, puis comment vous fonctionnez avec vos physios? Parce que j'ai beaucoup de questions. Moi, là, je commence à collaborer avec eux. J'ai comme fait une revue un peu de la littérature, de voir qu'est-ce qui se fait. Parce que, disons, surtout en tendineux, on veut faire une immobilisation après le PRP. Puis là, ça dépend. Il y en a que ça va être une semaine, 2 semaines. Il y en a que ça va être quelques jours. Puis de aussi retarder le renforcement dans certains cas. Ben dans la plupart des cas, en fait, d'attendre le plus longtemps. Je ne sais pas c'est quoi votre approche ou si vous collaborez avec des physios qui font du suivi de PRP. Là. Moi, j'avais mis la main sur un protocole de réadaptation pour le tendineux, parce qu'intra-articulaire, le patient, on fait attention une semaine, puis c'est correct. Ça n'empêche pas qu'il faut faire du renforcement au niveau des quads, mais c'est pas comme pour le traitement de tendon. Puis, ce même protocole-là, je le prends depuis 15 ans, je l'ai pas changé. Je voudrais le changer, mais encore là, au congrès, au GRIP, je leur ai posé la question, c'est quoi les protocoles? Puis personne ne s'entend encore. Chose certaine, c'est l'immobilisation, il faut faire attention. Même pour les pieds, moi, je mets plus de bottes, là, je mets parce que il y a eu des cas de flip-bit au niveau du mollet. Je mets une décharge béquille. Les patients n'ont pas la jambe dans les airs. Les patients peuvent déposer le pied, marche selon tolérance. C'est juste des béquilles pour décharge pour quelques jours. Puis,
Faut jamais que la douleur monte en haut de 3 sur 10. Moi, je suis plus, OK, il faut que ça bouge rapidement pour que les fils puissent s'interrelier. Puis à partir de quand ça commence à se faire? Moi, je pense que c'est après la première semaine, parce que si on revient à notre cascade normale de guérison, on a la phase inflammatoire. Fait que c'est entre 3 et 7 jours où les macrophages viennent, puis c'est pas des sections qui sont à part, c'est tout interrelié. Puis on sait que si on ne permet pas à ces petites fibres-là de s'entrecroiser, ça va former comme des moignons, puis il n'y aura pas de guérison. C'est là que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il faut le faire exactement, mais les tendances sont que on immobilise de moins en moins, puis on fait marcher de plus en plus. Il y a des extrêmes. J'ai eu un patient cette semaine que j'essaie de traiter pour un problème de pied, puis il a décidé qu'il se prenait un traitement aux États-Unis avec une chirurgienne orthopédique. Elle lui a piqué les deux genoux avec cellules souches, les chevilles avec PRP, puis le dessous des pieds avec du PRP. Ben, il a dit, allez marcher tout de suite dans le sable. Fait que là, je suis pas sûre. Je vais m'informer auprès de mes références aux États, mais je trouvais ça un petit peu vite, mais j'ai dit, écoutez, moi, tant que je suis pas sûre que c'est pas correct, je dirais pas un mot. Je trouve ça surprenant parce qu'on est en phase inflammatoire. Fait que si on est en phase inflammatoire après un traitement, mais encore plus d'inflammation là-dessus, on ne pourra jamais atteindre la deuxième phase de la guérison. C'est contre-intuitif de faire ça. Puis la gestion de la douleur, je trouve que c'est quelque chose de très personnel. La seule chose intelligente que j'ai pu trouver au fil des années, c'est qu'il ne faut pas que ça aille plus haut que 3 sur 10. Si c'est allé plus que 3 sur 10, quand tu recommences à faire des exercices que le physio a donnés, reviens, 50% de ce que tu faisais. Donne-toi une journée de plus de repos. C'est la progression qui est lente, mais il faut bouger. Lent, il ne faut pas revenir dans la douleur chronique quand il y a lent trop vite. Puis souvent avec nos sportifs ou nos actifs, parce qu'on a beaucoup de bébés boomers, personnes plus âgées qui sont extrêmement actives, puis c'est tellement le fun à voir. Mais c'est ça. 2 semaines, moi, c'est 2 semaines avant de voir un physio. Je leur donne 2 semaines à ce que la douleur descende, ce qui soit mieux, que le range of motion, ça, les amplitudes articulaires, ça, le patient peut faire ça à la maison, dans la limite de la douleur, même après 3, 4 jours, là. Mais comme pour les pieds, c'est ça, puis les membres inférieurs, c'est plus compliqué parce que on se sert de ça chaque jour. Une épaule, un coude, ben, on peut avoir un certain repos parce qu'on ne s'appuie pas là-dessus tout le temps. Mais la limite, pour moi, est gérée par la douleur ressentie par le patient. Il ne faut pas que ça monte en haut de 3 sur 10. Mais ça changera peut-être dans les prochaines années. Mais j'étais surprise de voir que même au GRIP, qui est quand même une grosse organisation, il n'y avait pas de protocole si précis. Puis il y avait que le gros bon sens à un moment donné, là. Go with the flow, vas-y avec la physiologie normale du corps, puis tu sais, transporte et supporte. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça que je voyais. Il n'y a pas tant de protocole. Fait que j'essaie, moi, avec mes patients, de voir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux, là. Mais oui, moi aussi, en phase inflammatoire, je préfère qu'il n'y ait pas trop de... qu'on ne crée pas plus d'inflammation. Ça, je vois des Oui, meilleurs résultats. oui, pas trop, puis pour que ça aille dans la deuxième phase de guérison, puis dans la troisième, puis on l'espère guérir le patient. Fait que c'est intéressant tout ça. C'est ça la conclusion. C'est très intéressant. C'est très Très intéressant. intéressant et le meilleur est à venir, mais c'est vraiment le fun parce que depuis que je fais la médecine régénérative, faire depuis 2000, c'est ça, 2011, 2010, 2011. Puis ça a vraiment changé mon bonheur à traiter les patients parce que j'ai l'impression d'être plus partie prenante de la guérison. Puis d'y aller avec notre corps, c'est une belle machine, il faut nourrir. Puis il y a aussi l'histoire du microbiote là-bas, de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment ça peut nous aider à guérir ou pas. Extrêmement important, la nutrition qui pourrait être un autre gros sujet, là. Mais ils ont abordé cet aspect-là, puis de plus en plus on parle du microbiote, comment c'est important de mettre de la bonne nourriture et des bonnes substances dans notre système pour aider à la guérison. Fait que ça avance bien, c'est intéressant, puis c'est encourageant surtout, pour le bien de nos patients. Puis, y avait-il autre chose que tu entrevois pour finir dans le futur avec ce que, ben, soit, je sais pas si ça a été discuté au congrès, mais les choses qu'on peut s'attendre qui s'en viennent dans les prochaines années dans la médecine Hey, régénératrice? il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a les exosomes qui sont des petites cellules. Puis souvent, moi, j'ai pas trop focusé là-dessus. Je me suis dit avant que ça arrive au Québec, je ne pourrais pas m'en prendre plus que ça. Il y a les exosomes, il y a les injections de fibrine, le PRF. Quelle est la quantité optimale de plaquettes à injecter? Ça, c'est un autre gros débat. Avant ça, on disait le PPP, le Poor Plasma Platelet. Il n'y a quasiment pas de plaquettes là-dedans, ce serait pas bon, mais dans les faits,
On a quand même des pas pires résultats. Docteur Centeno, je me souviens à l'époque, là, hein, quand je suis allée au premier congrès aux États, il me disait, écoutez, vos petites boîtes là, que vous prenez pour faire votre PRP, là, ça vaut rien. Il faut avoir au moins 40 fois le nombre de plaquettes. Lui, il y avait un laboratoire de recherche. Fait que, il disait, vos petites boîtes là, que vous achetez pour injecter les patients, ça ne vaut pas grand-chose. Mais dans les faits, ça marche. Fait que, tu sais, puis la littérature est tellement, moi, j'étais surprise, là, que la littérature est très faible pour les injections de PRP. Mais en fait, ça marche bien. Fait que, Mais c'est il y surtout a que les quelque chose. protocoles sont très hétérogènes, là. J'ai fait une revue de Oui. littérature dernièrement, puis tu sais, il y en a qui vont prendre 10 minutes de sang, mais je peux comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Puis ça vient difficile de les corréler, mais je pense que de plus en plus, on s'en va vers quelque chose qui va être plus systématisé un petit peu là, dans les injections. Standardisé, Ouais. c'est la standardisation, avoir la même machine, le même protocole. Puis ça, on va être capable, mais il existe à peu près 20 machines, 20 appareils à centrifuger. Puis, mais, mais au moins de faire du bien pour le moment, même si on n'a pas les réponses exactes, au moins on va dans une belle direction. Puis ça, c'est extraordinaire, c'est encourageant. Oui. Mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on finisse? On a parlé de beaucoup de choses, là. Super intéressant. Ben, personnellement, avec mes patients, puis ça aussi dans les congrès, ça commence à germer un petit peu plus et j'ai tendance à aller traiter l'aspect nerveux d'abord, avant d'aller en prolo. L'aspect nerveux, surtout pour les douleurs chroniques et surtout si ça me semble être quelque chose de neuropathique. Et souvent, un patient qui a mal depuis longtemps, puis là, on enlève une portion de la douleur, ça rassure le patient et ça complète le traitement de la prolo. Les tendances, je parle de docteur Liptot, c'est commencer avec le neural, qui est pas compliqué à faire. On peut faire ça dans une première visite. On teste, est-ce que ça fait du bien? Si oui, combien de temps? Après ça, on va plus dans le régénératif. Moi, c'est peut-être quelque chose que je suis en train d'explorer. Et ce que j'aimerais dire en finissant, c'est qu'il faut pas perdre de vue ce que le patient veut aussi, la connaissance du patient, la connaissance du médecin, puis il y a l'evidence-based medicine, la littérature. Puis je pense que la décision clinique se fait avec ces trois gros cercles-là. Il y a une intersection. C'est l'ensemble de ces trois aspects-là. Pas juste, ah, c'est-tu evidence-based, ah, c'est juste le médecin qui veut ça. Il faut mettre tout ça ensemble pour prendre la meilleure décision possible et primum de notre chérie, ne pas nuire. Mais merci beaucoup, docteur Ducasse. Puis aussi, les patients qui voudraient avoir un rendez-vous avec toi, est-ce que c'est encore possible? Je sais que tu es très occupé déjà. Tu essaies de déléguer tranquillement, là, mais... Mais ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça va me faire plaisir. Le temps que je vais travailler, puis j'espère travailler encore longtemps. Faut juste, à force d'injecter avec le petit trigger finger, là, je prends avec la gauche, pas grave. Ça va bien. Le bon Dieu nous a donné deux membres. Mais oui, donc juste à googler Docteur Ducasse, je suis à Bromont, puis ça me fera plaisir, absolument. Super. Mais merci beaucoup d'avoir donné de ton temps, puis tout ce que tu as partagé, c'est vraiment riche. Merci beaucoup, merci de la confiance. Bye Bye bye. bye. Salut. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, que ça vous a aidé à mieux comprendre ce qui se faisait en musculosquelettique, plus précisément en médecine régénératrice au Québec. Donc, la prolothérapie, on l'a vu, Dr Ducasse est très passionné parce que c'est la base de la médecine régénératrice. On a parlé aussi du PRP, du N-Stride. Donc, c'est tous des traitements qui sont à votre disposition, que des fois on ne connaît pas, mais qui peuvent vous aider, surtout si vous avez des douleurs, soit chroniques ou des douleurs aiguës qui ne répondent pas à la première ligne. C'est des options qu'il faut voir, il faut investiguer, il faut en parler à votre médecin. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, puis à laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous recevoir.